Merci et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Boukino. Alors aujourd'hui, nous recevons Brice Diarkoué, un consultant en management qui va nous parler de sa publication Perspectives et souvenirs. Brice, bonjour. Bonjour Maïmouna. Présentez-vous aux internautes, s'il vous plaît. Je suis Brice Diarkoué ou Narcisse d'Afrique comme d'aucuns préfèrent. Je suis aujourd'hui consultant en management dans ma propre boîte avec certains collègues et j'ai auparavant été professeur dans une école de la place où j'ai moi-même étudié, ISM si vous permettez, donc l'Institut supérieur de management, où j'ai été professeur en développement personnel, en géopolitique africaine, mais aussi un peu en management interculturel. Et c'est dans cette même école que j'ai fait mes études, où donc j'ai eu mon bachelor avant de faire un master au Maroc. Voilà un peu de façon détaillée pour ma présentation. À côté aussi, je suis, disons, écrivain en herbe, si vous le permettez. D'accord. Alors, d'étudiant à ISM, il est devenu professeur dans la même structure. Alors, parlez-nous un peu de votre passion pour l'écriture et la lecture. Alors, l'écriture et la lecture, je ne mettrai pas l'un sans l'autre déjà. Je conçois très difficilement qu'une personne me dise qu'elle aime lire, mais qu'elle n'aime pas écrire. Je conçois ça très difficilement. Pour moi, c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. J'ai été élevé dans cet environnement livresque à l'internat où je gérais la bibliothèque. Et vu que je n'avais pas les mêmes aptitudes physiques que les autres enfants de mon âge, c'est-à-dire je n'étais pas fort. Si vous permettez. Alors, je suis très svelte. J'ai toujours été comme ça. Donc, je savais que je ne pouvais pas faire du sport. À moins que ce ne soit de façon accessoire. Et comme le disait ma maman à l'internat, tes mains ne peuvent porter qu'une seule chose, c'est un stylo. Donc c'est de là que dans la bibliothèque, je lisais et je m'essayais à la poésie. Je me souviens déjà qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai remporté le premier prix du concours de poésie organisé à Louga. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui date de longtemps et c'est ce qui me suit toujours jusqu'à la publication de cette deuxième œuvre. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé de votre maman à l'internat. Vous avez grandi dans un orphelinat? Voilà. Donc, comme je présente ça dans le livre, je ne parle pas forcément d'orphelinat parce que je ne suis pas orphelin. Mes parents, ils sont toujours vivants, que ce soit mon père comme ma mère, ils sont toujours vivants. Mais j'ai été accueilli dans un internat qui s'appelle le village d'enfants SOS. Le village d'enfants SOS, alors, ça accueille autant des orphelins que des enfants, comme on dit, déshérités. Par déshérités, vous entendrez des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de subsistance pour les prendre en charge, etc. Donc, c'est dès l'âge de 1 an. Dès l'âge de 1 an que j'ai été accueilli dans ce centre, dans ce village SOS. Et j'y ai grandi, j'y suis resté jusqu'à 15 ans. C'est là-bas que j'ai eu toute mon éducation. C'est là-bas que j'ai fait, disons, toute ma vie. Et si vous voulez un peu, je parle de maman parce que le village SOS était organisé comme ça. Nous avions 10 maisons et dans chaque maison, il y avait 10 enfants. Et pour les 10 enfants, il y avait une maman. D'accord. Ma maman à moi s'appelait maman Cyril Campal et donc c'est aujourd'hui d'ailleurs celle que je considère comme ma propre mère. Nous en reparlerons au cours de l'émission. D'accord. Alors Brice, vous avez grandi dans ce village SOS là. Comment s'est passé votre cursus scolaire sans vos parents? Sans mes parents, écoutez, de façon très claire. Étant enfant, je ne me rendais pas compte que je ne vivais pas avec mes propres parents. Parce que, je vous l'ai dit, j'avais une maman. J'avais des frères et des sœurs, c'est-à-dire les autres enfants de ma maison familiale, mais aussi des autres maisons du village SOS. Donc, pour moi, j'étais avec mes parents. Et le directeur du centre, je l'appelais papa, comme tout le monde l'appelait papa. Donc, tout de suite, pour moi, j'ai un père, j'ai une mère et j'ai des frères et des sœurs. Donc pour vous, vous étiez dans l'atmosphère familiale normale, quoi. Carrément, j'étais dans l'atmosphère familiale carrément. Donc dans un début, ça n'a pas impacté et ça ne m'intéressait pas trop de savoir que j'ai un vrai père, une vraie mère, etc. C'était pas mon problème vu que j'étais en famille. Et cela a permis que j'ai été excellent élève.
Ok. Humilité à part, j'ai été excellent élève, disons, durant tout mon cycle primaire, où je suis sorti d'ailleurs premier de la région de Louga. Et maintenant, en grandissant, au niveau du collège, en classe de sixième, là maintenant tu commences à te rendre compte que réellement tu es dans un environnement où c'est très bon, c'est très beau, mais tu n'es pas avec tes parents. D'accord. Et parce qu'on partait en vacances parfois, on partait en vacances chez le vrai père, chez la vraie mère, mais ça c'était pas important pour moi, d'accord. Parti ou vous restez? On partait en vacances. On partait en vacances un mois. Pendant un mois, on était. Alors, vous avez quitté ce village-là, vous et votre jumeau. Oui. Vous avez quitté ce village à 15 ans. Et c'est de là qu'est né cet amour-là du livre. Alors, mon frère jumeau, il a quitté le village avant moi. D'accord. D'accord, parce qu'à un moment, papa l'a récupéré. Il est parti avant moi et moi, je suis resté. Donc, c'est moi qui ai quitté à 15 ans. Lui, il a quitté un peu plus tôt, je l'ai dit dans le livre. Mais ce n'est pas forcément ça qui va créer l'amour du livre. L'amour du livre, comme je l'ai dit au début, il est né, il a été nourri par cet environnement-là du village SOS, mais aussi par l'obligation que j'avais d'étudier. Vu que maman me disait, tes mains ne peuvent porter que le stylo. Donc, pas de sport, rien. Je n'avais que ça à faire. C'est de là que je me suis, en tout cas, rabattu sur le livre, qui était facile à porter d'ailleurs. D'accord. Alors, nous parlons de cet aspect parce que, voilà, il parle de son œuvre, il parle de souvenirs et perspectives. En parlant de souvenirs, comment vous avez eu le courage d'écrire certaines lignes assez poignantes dans le livre? Souvenirs et perspectives, et votre question, elle est très pertinente parce que, écoutez, moi-même, à un moment, avant la publication, j'ai hésité. Je me suis demandé si c'était une bonne idée de publier ce livre-là. Parce que c'est quand même accepté de mettre sur la place publique sa propre vie, sa vie privée. Mais ayant le goût de toujours donner l'exemple aux autres. En fait, personnellement, quand vous dites que, voilà, quand vous acceptez que vous êtes né d'une relation secrète, c'est assez poignant pour une société comme le Sénégal qui a cet tabou. Oui, mais il faut qu'on sache une chose. Nous sommes aujourd'hui dans une société où il faut briser certaines barrières. Excusez-moi, somme toute hypocrite. Excusez le terme, hein, parce que vous en parlez, donc je vais être dans la lancée. Moi-même, je suis né d'une relation, disons, bannie à la base. Bannie non pas par le bon Dieu, bannie non pas par les érudits de l'islam ou de la chrétienté, mais bannie par une société, c'est-à-dire des hommes comme vous et moi. Né de cela, et ayant fait après certaines choses dans ma vie qui, alhamdoulilah, sont des réussites, je me disais qu'il fallait parler à cette société-là et lui dire que ces barrières que tu nous imposes ne sont pas utiles. Parce que ce n'est pas parce que tel vient de tel pays et que tel vient d'un autre pays qu'ils ne doivent pas, par exemple, se marier ou ne vont pas avoir de bons enfants. D'accord. Donc, c'était pour briser cela. Ok, je rappelle aux internautes qu'il est de père ivoirien et de mère sénégalaise. Sénégalaise, mais aussi griotte. Quand on parle de griot au Sénégal, on pense tout de suite à ceux qui tendent la main pour vivre. Là, vous le dites dans votre œuvre, quand vous dites que maman est griotte et vit de ce que lui donnent ses amis de la haute société. Pour vous, c'est quoi la haute société? Quand tout le monde est à un même niveau, est-ce qu'il y a une haute société? D'accord, je vais juste faire une précision, si vous le permettez. Je n'aime pas dire papa ivoirien et maman sénégalaise. Je dis papa gnac et maman sénégalaise. Et quand je dis papa gnac, c'est pour mettre l'accent sur une chose, c'est le fait qu'il ait été stigmatisé. Parce qu'il est gnac, il ne peut pas épouser notre fille sénégalaise. D'accord? Donc là a été le problème. Je suis né donc de cette relation-là, disons, secrète ou bannie ou rejetée. Et voilà, ça a mené à certaines choses. Je parle de maman comme griotte. Il faut savoir que son ethnie ou son appartenance, caste, ce n'est pas cela. À la base, elle est gnégnon. Mais les vicissitudes de la vie ont fait qu'elle s'est tournée vers cela. Qu'elle fait le tour des cérémonies, elle a des amis, disons, placés dans une haute société qu'il me faut mettre entre guillemets, bien sûr. Voilà, les soi-disant nobles, et qui aujourd'hui l'aident à vivre. Personnellement, puisque j'accepte de parler de ma propre vie, il faut savoir que j'ai toujours été contre ce travail, entre guillemets.
de maman. Mais autant j'en ai été contre, autant j'en suis toujours très fier. Parce qu'écoutez, avec cela, elle arrive à entretenir sa propre maman. Et je parle de l'histoire de sa maman dans le livre, d'accord? Elle arrive à entretenir sa maman, ses frères, ses sœurs, mais aussi ses autres enfants. Quel que soit le moyen, tant qu'elle est licite et légale, qui mène à la réussite, pour moi, c'est un moyen à encourager. Et on va me dire, ta maman a emprunté le chemin de la facilité, mais non, ce n'est pas le chemin de la facilité, c'est le chemin qui a été le plus accessible pour elle. C'est comme ça que j'essaie de le dire, sans essayer de la défendre pour autant. C'est comme ça que vous cautionnez alors? J'essaie de me faire une raison. Et c'est tout à fait normal. C'est quand même ma maman, il me faut la défendre à tous les fronts. Alors, vous avez grandi dans cette atmosphère-là de papa Egnac, maman Egnegno. Vous avez grandi dans un orphelinat loin des parents. En tout cas, pas comme les enfants de Dakar qui sont chouchoutés par leurs parents et tout. Malgré cela, vous avez fait un bon chemin. Oui. Souvenirs et perspectives. Alors, nous allons directement piquer les perspectives. Là, je suis dans votre bureau. Je rappelle que vous êtes consultant en management avec des collègues ou des camarades d'ISM que je salue au passage, mes vaillants amis entrepreneurs. Alors, c'est quoi les perspectives? Oui, mais je vais d'abord m'arrêter sur une chose. Vous avez cité un peu les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Et Dieu merci, je suis en train de faire un chemin, un beau parcours comme vous le dites. Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. Dans le livre, je dis aux personnes qui ont vécu dans les mêmes conditions que moi, qui sont nées dans les mêmes conditions que moi, que notre histoire n'est pas à part, que notre histoire n'est pas une histoire triste. Le mal aujourd'hui de plusieurs humains, c'est de naître dans des conditions difficiles, de vivre dans des conditions difficiles et tout de suite de se vouer dans un défaitisme profond. En fait, le Sénégalais croit à la fatalité. À la fatalité. Moi, je ne suis pas dans cette fatalité-là. Je viens du fond et je m'en vais au sommet. Quelle que soit la naissance que j'ai eue, quelles que soient les conditions dans lesquelles j'ai vécu. Maintenant, pour titiller un peu les perspectives, parce que c'est ça le livre, Souvenirs et perspectives, vous l'avez rappelé, vous êtes dans nos bureaux, j'aime pas dire mes bureaux, mais vous êtes dans nos bureaux, un cabinet que j'ai fondé avec des frères, des amis, que j'ai croisés dans les couloirs de l'ISM d'abord en tant qu'étudiant. Oui. Pour revenir un peu à l'ISM, je rappelle que vous étiez étudiant là-bas. Vous avez réussi à intégrer l'administration en tant que professeur. Racontez-nous un peu comment s'est passé je sais pas... La transition. Ouais. Je vais vous raconter. Alors, étant étudiant à l'ISM, il faut souligner que je n'étais pas le meilleur étudiant de l'ISM. D'accord. Vous aviez même mentionné... que j'ai eu des moyennes assez basses en deuxième et en troisième année. Ouais. Des moyennes pas élevées, disons passables. Vous avez eu là le courage de mentionner le major de la promo. Qui est un frère, Ali, Mohamed Ali Dia, qui est un frère. Ouais. J'ai mentionné qu'il a été major et ça n'a pas demandé de courage parce que c'est quelqu'un qui est très proche de moi. C'est mon ami et c'est mon frère. Ouais. Et je n'ai jamais été autant fier d'une personne. Il s'est battu pour l'être. Parce que tout le temps, par rapport à vos activités de nous, là, il faut remarquer quand il le fallait. Et on reviendra sur les activités de nous, d'accord? Donc, pour vous raconter la transition, pour rebondir sur votre question, oui, étudiant, et à la fin, en troisième année, je viens de finir. Je suis contacté par le président de l'ISM. Il y avait moi, il y avait Ali, il y avait Samba, il y avait Wagan. Je parle de tout cela dans le groupe, dans le livre. Et pour un travail ponctuel, pour le lycée d'excellence de l'ISM. Un travail que nous avons accompli et pour lequel nous avons été très bien rémunérés. Et je pense que ça a été notre premier salaire. Bien, alors on commence à sortir du groupe. Là, il devient professeur. Oui, très bien rémunéré. Et voilà. Et tout de suite, après ça, je me suis envolé pour le Maroc pour faire mon master. Avant de revenir, nous reparlerons aussi du Maroc. Et quand je suis revenu, j'ai intégré un cabinet de communication où j'ai fait du journalisme. D'accord. Donc, après ce cabinet-là, le président de l'ISM m'appelle, me contacte et me dit « Brice, oui, j'ai besoin de vous. » Je viens, il me propose d'être professeur dans l'école. Écoutez, je dis professeur avec une certaine peur. Je dois enseigner. Je dois enseigner, ça fait peur. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait subir à mes professeurs. Et je sais que même s'il y avait certaines qualités, ce serait dur. Mais voilà, j'arrive quand même à le faire.
avec son accord, j'enseigne et ça se passe très bien. Alhamdoulilah, pour l'année où j'ai enseigné, la première fois, j'ai été sacré par les étudiants meilleurs professeurs de l'année. Je prends ça avec humilité et beaucoup de bonheur. Mais croyez-moi, ça n'a pas été une transition difficile parce que j'ai eu l'appui de plusieurs personnes. Mais vous savez, j'ai eu d'abord l'appui des étudiants de l'ISM. D'accord. Alors, vous étiez étudiant, vous êtes devenu professeur. Là, vous n'êtes plus professeur, mais consultant en management. Oui. Donc, vous visez la lune. S'il y avait plus haut que la lune, je viserais cela. Malheureusement qu'il n'y en a pas. Alors, dans le livre, il y a aussi de la poésie. Effectivement. Parlez-nous un peu de votre lien avec la poésie. La poésie, c'est mon art, ma prédilection dans la littérature. Ça a été le tombeau dans lequel j'ai enterré toutes mes peines, la poésie. Étant plus jeune, avec certaines difficultés, d'accord, je ne trouvais plus bel art que la poésie avec certaines rimes pour noyer ma peine. J'étais quelqu'un et je suis toujours quelqu'un de très sensible qui pleure. D'accord? Mais maintenant, je ne pleure plus avec les larmes, je pleure avec la poésie et j'arrive quand même à noyer mes peines grâce à ça. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de l'édition. Vous avez été édité par qui? La question qui fâche, quand les gens me disent mais qui a édité votre livre ou vos livres, parce que nous en sommes au deuxième. Le premier, c'était un recueil de poèmes par mots et par sentiment, et celui-là, Souvenir et perspective. Les gens me disent mais quelle maison d'édition, etc. Il n'y a pas eu de maison d'édition derrière moi. Ce livre a été édité par ma propre personne. C'est-à-dire, j'ai fini mon travail. J'ai commandé la couverture avec un ami graphiste qui me l'a fait. Je suis parti à l'imprimerie, j'ai négocié et toujours avec mon staff. Hein. Quand je dis mon staff, c'est les amis avec qui je travaille. Nous sommes partis, nous avons négocié, l'imprimeur qui nous a imprimé les exemplaires, nous avons fait nos propres cérémonies de dédicace, etc. Maintenant, vous me dites, un livre, non, quand on dit un livre, ce sont les maisons d'édition. Oui, à la base. Mais pourquoi ce sont les maisons d'édition? C'est la voie classique. Moi, je n'ai jamais été dans la voie classique. Ok, d'accord. Ils font comment les gens qui veulent lire? Ils font comment pour se le procurer? Pour se procurer le livre, alors je pense qu'il nous reste quelques exemplaires encore et il suffira de contacter le 77 668 69 70 parce qu'on ne l'a pas mis en librairie. D'accord. Et vous attendez quoi pour mettre ça en librairie, pour être un peu plus formel par rapport aux autres écrivains du Sénégal? Parce que je rappelle, c'est toujours dans les perspectives. Personnellement, j'ai reçu cet exemplaire-là avec un de vos distributeurs. C'est une très belle voix. D'accord, mais vous avez besoin d'être formel, d'être dans la liste des écrivains du Sénégal. Donc, vous avez besoin d'être dans une librairie ou dans des librairies s'il le faut. Vous savez, j'ai envie de rire quand vous me dites ça, parce que c'est ce que le commun des mortels pense. Je ne pense pas comme le commun des mortels. Vous avez reçu cet exemplaire dans quel délai? Disons un quart d'heure. Un quart d'heure après l'avoir commandé. Ouais. D'accord? Ouais. Ça a été rapide ou pas? Bien sûr. Magnifique. L'essentiel pour moi, c'est que les gens ils arrivent à se procurer le livre. Je ne veux pas forcément être dans le lot des écrivains du Sénégal où nous sommes listés, répertoriés, primés, etc. C'est pas force. Je ne cherche pas cela. En fait, en quelque sorte, l'écriture est un partage, en fait. Vous n'avez pas été le seul enfant qui a vécu certainement cette histoire-là dans ce village SOS. Donc d'autres enfants ont besoin de lire cette histoire, de sentir qu'il y a quelqu'un de notre côté qui vit la même chose. Et nous sommes dans une large distribution pour que tous ceux-là y accèdent. Les enfants même qui ont grandi avec moi, nous avons fait la première cérémonie de dédicace au village SOS de Dakar. Donc c'était l'environnement idéal pour que tous les enfants puissent venir. Est-ce que le livre, à la base, sa cible, ce ne sont pas les autres. Ce sont eux, ces jeunes-là qui ont grandi dans le même environnement et d'autres qui sont encore dans ce même environnement. C'est un message à eux, un message d'espoir. D'accord? Donc, nous faisons de notre mieux pour qu'ils y accèdent sans passer par les voies formelles que vous dites. C'est quoi votre vision sur le livre, l'écriture, l'édition au Sénégal? Venons pas à l'édition. Aujourd'hui, l'écrivain au Sénégal, il est perçu comme étant celui qui a fait de la prison ou celui qui est en train de vieillir. C'est à ceux-là qu'on donne l'occasion d'éditer, de se faire éditer. Ce sont des gens qui ont un nom. D'accord. D'accord? Nous, on n'a pas ce nom-là. Pour aller se faire éditer, on nous demande des millions. On peut pas, moi, je ne vais pas brasser des millions pour me faire éditer par quelqu'un. La maison d'édition, c'est quoi? Te faire imprimer ton livre,
te faire un certain marketing, te le vendre, etc. J'ai été dans une bonne école de formation de la place. Je peux moi-même imprimer, je peux moi-même me charger du marketing et je peux moi-même vendre mes livres. Encore que l'aspect pécunier est très important dans mes livres. D'accord. Alors, je pense que nous avons embrassé pratiquement les souvenirs dans le livre, vos perspectives dans les médias. Dans l'immédiat, alors les perspectives du point de vue professionnel, j'ai ça à faire grandir, cet endroit où vous êtes. Jubria SARL, ce cabinet-là que je vois dans 5 ans prospérer pour occuper la première place au niveau national déjà. Donc c'est un travail de fourmi qu'il nous faut faire, que ce soit moi, que ce soit l'ensemble des collègues, et nous nous y attelons tous les jours. Avec l'aide de Dieu, je pense qu'on y arrivera. D'accord. Alors j'espère qu'il y aura une pilule de publication. Vous l'avez entendu, hein, il est jeune, il est né et grandi dans un milieu vraiment défavorisé, mais il est en train de se faire. N'est-ce pas, Brice? Par la grâce de Dieu. Carapide.com te remercie, une très belle voix. C'est moi qui vous remercie, Maïmouna. C'est moi qui remercie l'ensemble de votre équipe. Et bon vent à carapide.com. Bon vent à vous aussi. Merci. Alors, c'était tout pour ce numéro 1. Merci de nous avoir suivis. C'était avec Brice à l'état civil, Bassirou pour le côté maternel. Mais maintenant, Brice, ou bien si on veut, Ibrahim, Brice, Koué. Ibrahim, parce qu'il s'est conversé. Alors, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine.